Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et auditeurs de E-Télé et de OCFM, bonjour. Un plaisir pour nous donc de vous retrouver dans l'entretien de ce dimanche. Vous l'avez certainement suivi en fin de semaine, hein, la Force Cori pour un Bénin émergent qui a officiellement désigné son duo candidat à l'élection présidentielle du 11 avril, Alassane Soumanou Djamba et Paul Rumpa ont été présentés aux militants du parti FCBE, une investiture qui a certes enregistré la présence des maires du parti. On en a vu 4, mais pas de Théophile Yarou ou autres membres ou autres responsables de cette formation. Et déjà au lendemain de cette investiture, des voix s'élèvent au sein de ce parti et parlent de tickets illégitimes. Quel a été alors le processus de désignation de ce duo? La procédure a-t-elle respecté les tests du parti? Existe-t-il désormais 2 ailes au sein de cette formation politique? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité du jour. Et comme vous le devinez, il est membre du bureau exécutif national du parti FCBE. Il s'agit de l'honorable Idrissou Bako, ancien député à l'Assemblée nationale. Docteur, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la première circonscription électorale législative regroupant les communes de Kandy, Malanville et Karimaman. Tout à fait. Voilà, du parti évidemment FCBE. Alors, avant d'entrer de plein pied dans cette émission, je tiens à préciser que nous n'allons pas parler de la programmation, plutôt du programme de votre parti. C'est plutôt le fonctionnement de la formation FCBE qui nous intéresse. Et la toute première question, c'est déjà le choix de votre duo. On ne s'attendait vraiment pas à voir le secrétaire exécutif national comme colistier et puis M. Djamba comme le candidat au niveau du président. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez effectué ce choix? Merci beaucoup une fois encore, madame la journaliste. Merci vraiment pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir expliquer le processus de désignation du duo présidentiel que je souhaite présidentiel les tout prochains mois. La situation, pourquoi le secrétaire exécutif national s'est retrouvé au poste de vice-président? Au poste de vice-président, c'est très simple. Lorsqu'on se met dans le contexte actuel de FCBE, oui, où vous n'avez pas un leader charismatique, quelqu'un qui est appelé leader charismatique et qui décide tout. Ici, au FCBE, vous avez des leaders. Si vous voulez, vous pouvez les appeler des leaders charismatiques. Mais un seul qui fait la loi, ce n'est pas le cas au niveau des FCBE. Donc, Paul Rumpa, secrétaire exécutif national, il est là pour une fonction et il assume ses responsabilités par rapport à la fonction. Maintenant, pour ce qui concerne la question des candidatures, tout militant a le droit d'être candidat. Alors, Paul Rumpa, au même titre que certains militants, oui, comme moi aussi, nous avons été tous candidats et nos candidatures ont été examinées conformément aux procédures, je dirais, du parti. Et c'est là que Paul Rumpa s'est retrouvé comme vice-président, c'est-à-dire colistier du doyen Djamba. Donc voici ce qui a expliqué cette situation. Et vous avez eu combien de dossiers? Quelle a été la procédure? Voilà. Pour ce qui concerne la procédure, nous avons nos tests. Oui. Nos tests, lorsqu'on prend les statuts, nous avons 5 principaux articles qui traitent la question des élections présidentielles.
Donc, c'est de l'article 56 à l'article 60. Mais pour ce qui concerne la sélection, oui, un seul article en parle. C'est l'article 57. Alors, comment la sélection a été faite? C'est que les appels à candidature ont été lancés. Et il y a eu 8 candidatures. Oui. Et ces 8 candidatures ont été examinées sur la base des critères retenus lors d'un bureau exécutif national qui a précédé les appels à candidature. D'accord. Donc, l'article 57 de notre partie dit ceci. Je vais lire ça, oui, puisque c'est ça qui fait en fait polémique. Et nous allons d'ailleurs évoquer la polémique tout à l'heure au cours de cet entretien. Je vous laisse le temps de vous retrouver. L'article 57 dit ceci, par exemple. Pour opérer la sélection des candidats du parti à l'élection présidentielle, le bureau exécutif national met en place un comité ad hoc, oui, qui soumet à son appréciation les critères de sélection. À son appréciation les critères de sélection. Le comité ad hoc? Oui. 6 mois avant le début de la campagne électorale. Point, c'est tout. Pour les autres aspects, tout est resté muet. Donc, il revenait au bureau exécutif national de prendre ses responsabilités, d'adopter une procédure au niveau du bureau pour pouvoir évoluer et arriver au choix des candidats. Pour analyser, est-ce que ça a été fait conformément? Oui, c'est exactement la question. Est-ce que ça a été fait conformément à vos tests? Puisque juste au lendemain de cette investiture-là, des voix s'élèvent et parlent déjà d'un ticket illégitime. Parce que la procédure n'aurait pas respecté vos différents tests. D'abord, on parle par exemple que les choix sont faits par le bureau exécutif national que le bureau politique va valider. Mais dans le cadre... Non, c'est pas ça. En fait, c'est disons le contraire. Donc le choix est validé par le bureau politique plutôt. Voilà. Le choix a été fait par le bureau politique élargi aux anciens ministres et anciens députés et validé par le bureau exécutif national. Et c'est ça la procédure. Et pour ce choix, je disais que il a eu d'abord un bureau politique national qui a mis sur pied un comité ad hoc. Et le comité ad hoc avait pour mission de proposer au bureau exécutif national les critères de sélection. Mais ce comité ad hoc est allé au-delà, en fait, de ses prérogatives. Justement. En dehors des critères proposés, le comité ad hoc a proposé toute la procédure. Mais pourquoi proposer la procédure si alors que cela ne faisait pas partie de leur cahier de charge? Justement. Et lorsqu'on prend l'article 57, c'était simple. Le comité ad hoc a pour rôle de proposer les critères. Donc, vu que les tests étaient muets, vous avez choisi le comité. Non, les tests ont été clairs là-dessus. C'est pour cela que j'ai lu. Par rapport à la définition des critères. Donc, le comité a fait le travail et au bureau exécutif national, nous avons demandé à ce qu'on retienne les critères. Alors, tous les critères proposés sont passés au pays fin, un à un, pour être validés par le bureau exécutif national. Et après les avoir validés, le comité ad hoc a été dissous pour la suite. Alors, à ce bureau exécutif national, il a eu des propositions qui sont faites. Pour ces propositions, il a été dit, pour la sélection, que le bureau politique élargi puisse s'en occuper. Donc, au lieu de créer un autre comité ad hoc pour examiner les candidatures et pour retenir
le duo, nous allons confier ça au bureau politique élargi. Et le bureau politique élargi, c'est une tradition au niveau de FCBE, depuis FCBE originel, où les grandes décisions, les grandes orientations, les grandes activités sont souvent identifiées, déterminées et coordonnées dans leur mise en œuvre par le bureau politique élargi. C'est-à-dire, il a le bureau politique conformément à TES, mais élargi aux députés qui étaient en fonction et aux ministres et anciens ministres. Aux ministres qui étaient en fonction et anciens ministres. Donc cette tradition a continué. Alors, à ce bureau exécutif national, il a été dit que l'examen des candidatures et la proposition du duo soit fait par le bureau politique élargi. Bon, à ce niveau, effectivement, il faut dire qu'il y a eu des voix qui se sont élevées contre. Mais c'était une minorité. Voici pourquoi... Mais pourquoi n'avoir pas associé ou bien tout faire pour pouvoir vous accorder et prendre en compte ce que la minorité dit, même si c'est une minorité, ils font partie du parti. Et ce qu'il faut retenir, dans les questions d'élection, dans les questions de choix, il n'a jamais eu d'accord à 100%. Même si vous voulez choisir un chef de quartier, ce n'est pas évident que vous ayez à 100% tous les participants. Donc vous avez choisi de faire fi. Je viens. Donc lorsqu'on se retrouve au niveau du bureau exécutif national, c'est la loi de la majorité qui compte. Et je crois que c'est le principe élémentaire en matière démocratique. D'accord. Donc je disais que quelques voix se sont élevées. Mais si, en prenant en compte les propositions de ces voix, on pouvait évoluer, c'est bien. Mais si cela devait freiner tout le processus, alors qu'une majorité était pour une procédure, je crois qu'il faut évoluer. Est-ce que vous avez évalué la possibilité d'abord, avant d'appliquer la loi de la majorité? Authentique. Ça a été analysé. La majorité était pour que l'examen des dossiers de candidature soit fait par le bureau politique élargi. Et c'est ce qui a été fait. Donc, alors, quand il a eu choix de candidature, expression des candidatures, les dossiers ont été analysés et on a demandé à chaque candidat de négocier, d'aller sur le terrain de la négociation de parrainage, sans tenir compte des parrains potentiels des FCB, c'est-à-dire nos 6 maires. D'autres formations. Voilà. Les parrains des autres Parce formations. Que, en dehors des 6 maires, nous avons besoin de 10. Donc il vous reste 4. Il nous reste 10 en dehors des 6 maires. Il vous reste 10. Nous avons besoin de 10 parrains. pour atteindre les 16. 10 parrains supplémentaires. C'était demandé aussi à chaque candidat ou bien à des couples de candidatures de se retrouver pour aller négocier les parrains. Justement, à ce niveau, il y a un autre problème qui s'est posé d'après ceux-là qui ne se retrouvent pas dans ce que vous avez fait, dans le duo que vous avez présenté le jeudi dernier. Ils disent que le SEN a demandé à chaque candidat d'aller chercher les parrains, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, alors que vous avez eu un bureau exécutif le 29 décembre qui disait que c'est plutôt le parti qui irait demander, négocier les différents parrainages. Même hier, pour la validation, le compte-rendu de la session précédente a été lu et adopté par l'ensemble des participants. J'avoue que ça ne faisait pas partie de ce compte-rendu. Donc il n'a jamais été dit que c'est le parti qui va négocier les parrainages. C'est le parti qui va négocier les parrainages. Il a été retenu que les candidats aillent négocier les parrains et qu'ils viennent parce que les 6 parrains des 6 parrains potentiels des FC2 sont un acquis. Alors,
Lorsque, dans la position que si chacun venait avec un certain nombre de parrains, si vous avez une masse critique de parrains, ça veut dire vous êtes prédisposé pour être retenu. Si vous avez des nombres qui se complètent, c'est que vous allez être invité à vous constituer en duo, si vous n'étiez pas en duo, ou nous allons passer chaque candidat en ce moment qui aurait réuni un certain nombre de parrains, on allait le passer aux différents critères pour trancher. Et après avoir tranché, on allait retenir. Mais lorsqu'on a demandé à au parrain, au candidat, d'aller négocier le parrain, il y a des duos qui se sont formés. Nous avons eu un duo constitué de Djimba et Paul Oumpe, et un autre duo constitué du docteur Aboubakar Yaya et moi. D'accord. Les autres ne se sont pas annoncés en duo. Donc, normalement, ils sont allés chacun de son côté. À la réunion du bureau politique, le point a été fait. Et il s'est fait que le duo Djimba, Paul Oumpe a réuni suffisamment de parrains, c'est-à-dire jusqu'à 16 parrains. Nous, notre duo, a pu réunir 4 parrains. Et même si on nous ajoutait les 6 parrains, on ne pouvait rien. On n'avait pas atteint le nombre. Alors nous avons désisté en faveur du duo Djimba Oumpe. Est-ce que c'est pas parce que ce duo-là a été un peu plus malin, parce qu'on apprend que ce duo a utilisé les attributs du parti pour aller négocier les parrainages, alors qu'il a demandé à chaque candidat d'aller en solo, d'aller négocier lui-même. Merci beaucoup. Les candidats retenus, les candidatures retenues pour aller négocier le parrainage, chacun a eu une lettre, une recommandation du parti. Tout le monde a eu une recommandation du parti où le parti précise que la personne est un candidat potentiel et l'autorise à aller négocier le parrainage. Malheureusement, nous sommes obligés de vous croire sur parole parce qu'il n'y a pas vos vis-à-vis là pour démentir ou confirmer ce que vous dites. Écoutez, chacun a une série de lettres. Au moins, vous êtes journaliste, vous pouvez faire des investigations. Vous pouvez faire des investigations. Si c'est faux, vous pouvez dénoncer cela. Nous vous autorisons à le faire. D'accord. Donc on retient que chacun a eu des lettres de recommandation. Exactement. Donc le CEL n'a pas usé de... Pas du tout. C'est sur cette base qu'ils sont allés négocier le parrainage. Alors, au bureau politique, la situation a été retenue et nous, notre couple de candidatures, a désisté au profit du duo. Djimba Paul Oumpe, et à l'unanimité de tous les membres du bureau politique élargi présents, le duo a été retenu. Voici comment le duo Djimba Oumpe a été retenu par le parti. D'accord. Ce que vous avez fait jeudi, c'est une investiture, si on peut le dire comme ça. C'est une validation du duo. En considérant que le bureau politique élargi a fait en ce moment-là office d'un comité ad hoc d'études de dossiers. Voilà. Qu'en est-il du Congrès, puisque selon vos tests, toujours, c'est le Congrès qui doit procéder. Le Congrès ou le Conseil national. Donc, prochainement, les tout prochains jours, nous allons organiser... Vous aurez le Congrès avant le dépôt des dossiers qui démarre demain, là? Le dépôt des dossiers démarre demain. Mais par rapport à la situation, c'est que nous allons, comment appelle-t-on, nous allons demander à aux candidats, puisque tout le bureau exécutif
est déjà d'accord à valider la candidature, nous leur demanderons d'aller. Mais quand vous dites tout le bureau exécutif, où vous mettez ceux-là qui ne sont pas d'accord avec ce que vous avez fait jeudi? Bon, ils sont je dis bien évidemment membres. Le bureau exécutif dans sa majorité, parce que pour le bureau exécutif, nous sommes autour de 25, 18 ont approuvé. On dira que le bureau exécutif a adopté la loi de la majorité. Donc, nous retenons que vous n'aurez pas le temps du congrès ou du conseil. Là, c'est plus ou moins. Nous n'aurons pas le temps du congrès, du conseil. Du conseil. De manière opérationnelle, ce serait le conseil national. Nous n'aurons pas le temps du conseil national pour ce qui concerne leur investiture. Mais ils peuvent déposer les candidatures et nous allons régulariser pour l'investiture. L'investiture, c'est faire accepter les candidats par l'ensemble. Est-ce que c'est clair que vos tests ne le prévoient pas ainsi? Là, c'est en cas de force majeure. Est-ce que c'est pas aussi une violation de ces tests que dénoncent pas du tout, pas du tout. Camarades? Si ce n'est que la candidature, ils vont exprimer leur candidature. Mais l'acceptation de cette candidature, la validation, l'acceptation par tous les militants, en fait, la matérialisation de l'acceptation de cette candidature par tous les militants se fera pendant l'investiture. C'est une investiture, c'est tout. Maintenant, avec tout ce qui se passe, ces avis divergents, on constate que tous les membres du parti FCBE ne sont pas autour de votre duo. Est-ce que vous n'y allez pas plus ou moins à rang dispersé? La bataille risque d'être plus ou moins biaisée. Merci beaucoup. Vous savez, l'histoire des partis politiques au Bénin, depuis 1990, nous savons. Même au moment où nous avons des leaders, ce que nous avons appelé les leaders charismatiques. Lorsqu'un candidat est désigné, ce n'est pas tout le monde qui adhère. Ce n'est pas tout le monde qui adhère. Mais s'ils en parlent, c'est que le malade c'est profond. Au niveau des FCBE, nous avons eu à gérer le pouvoir. Nous étions en exercice. Lorsque le candidat Lionel Zinsou a été identifié pour être le porte-flambeau des FCBE, plusieurs députés, plusieurs anciens ministres ont quitté. Plusieurs ont été même des candidats indépendants. Et je dirais, ils dépassent 10. Ils ont été des candidats indépendants. Et plusieurs sont allés soutenir ceux-là qui ont déserté le forum. Ce n'est pas une première. Nous connaissons l'histoire de plusieurs partis. Avec, par exemple, si vous voyez, vous remontez avec le phare Lafia. Au moment où le ministre de l'Intérieur d'alors était candidat, plusieurs l'ont laissé pour venir soutenir Boni Yayi. Donc, cela ne manque pas. Et la situation de FCBE actuellement est une situation, je dirais originale. Pourquoi originale? Parce que c'est la première fois où on se retrouve entre nous pour désigner un candidat. Le candidat n'a pas été doigté, n'est pas doigté par une personne. Le candidat est choisi par plusieurs qui ont l'appétit, qui ont l'ambition de briguer aussi le fauteuil. Dans ces conditions, ce n'est pas tous les arguments qui pourraient être des arguments objectifs. Mais vous semblez banaliser cette fracture de la FCBE. Non, non, je ne banalise pas. Mais lorsque nous finissons, après le choix de ce candidat, nous allons forcément ramener la balle à terre, nous rapprocher des collègues. À quelle occasion? Non, non, il a plusieurs occasions. Il a plusieurs occasions. C'est le processus qui est enclenché. Il a plusieurs occasions. Vraiment plus le temps. Les amis qui ne sont pas aujourd'hui contents n'ont jamais dit qu'ils quittent FCBE. Pas pour le moment. La prochaine question, est-ce qu'on doit s'attendre à 2 heures au sein de la FCBE? Puisqu'ils n'ont pas quitté FCBE, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et si nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous devons tout faire pour pouvoir trouver des terrains d'entente. Et vous ne craignez pas un départ de vos amis là, qui va certainement fragiliser votre parti? Écoutez, en matière
de politique, Oui. les départs ne manquent pas, comme les arrivées aussi. Mais quand on se rappelle de tout ce que vous avez pu faire ensemble jusqu'à ce que le parti soit... Nous avons fait plus que ça. Comme secrétaire Je dis, nous avons fait plus que ça avec des amis pendant 10 ans. Mm-hmm. On a fait plus que ça avec des amis pendant 10 ans. Ça n'a pas empêché certaines parties. Et ça n'a pas empêché d'autres de venir. Ça, c'est le coût de la vie. Et la vie politique, c'est ça. Et si vous avez évoqué la question des ailes. Oui. Doit-on s'attendre à des ailes au sein de votre parti? Dans chaque parti politique, quoi qu'on dise, vous avez des courants. Quoi qu'on dise. Dans chaque parti politique, il a toujours des courants. Les formations qui sont là sur le terrain avec vous, si c'est qu'ils ont leurs difficultés internes, on n'entend pas du tout parler de ça à l'interne. Vous ne pouvez pas entendre. Pourquoi pour vous faire autant écho? C'est normal. Tout ça là est normal. Vous ne pouvez pas entendre parce qu'il y a quelqu'un qui dit stop. Donc celui qui va dire stop avec vous n'existe pas. Celui qui va dire stop avec nous pour le moment n'existe pas. Et on ne souhaiterait même pas. On ne souhaiterait pas nous retrouver dans une situation où c'est quelqu'un qui décide de tout. Non, on souhaiterait être avec des amis. Nous avons la même considération. Nous discutons et nous faisons de sorte qu'il y ait consensus. Et s'il n'y a pas consensus, la loi de la majorité va l'emporter. Celui qui va dire stop n'est pas forcément ce raid-là, c'est-à-dire cette tête qui décide de tout. On peut s'entendre comme... Vous savez que dans ces conditions, par rapport à cette situation, nous sommes encore jeunes. Est-ce que vous savez que nous sommes encore jeunes? Évidemment. Si nous sommes encore jeunes, acceptez que nous connaissions des péripéties, acceptez que nous connaissions des expériences qui forcément vont nous édifier. Ça, c'est clair. Nous venons d'une situation à laquelle nous ne sommes pas... nous sommes dans une situation à laquelle nous ne sommes pas habitués. Docteur Bako, vous êtes en train de nous confirmer qu'il y a plus ou moins 2 ailes au sein de votre parti, vu que vous dites qu'il y a toujours 2 ailes. Si je ne le disais pas, j'aurais été hypocrite. Non. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez dit? Il y a des voix qui sont contre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour le moment par rapport à ce courant. Par rapport à ce choix, ils ne sont pas pour. À ce moment-là, ils constituent une aile. Mais nous devons tout faire pour tout ramener. Nous devons tout faire pour nous rapprocher d'eux, afin qu'on puisse travailler ensemble. Mais nous n'avons pas la force aussi de les imposer, de leur imposer nos avis. Donc, on doit aller par la négociation. Parce que nous avons mené des luttes plus âpre que ce que nous sommes en train, que le choix d'un duo de candidats. De vos explications, on retient que la procédure a respecté les textes de la FCE. Je vous ai lu l'article 57. Oui. Ça a été clair. Et tout ce qui reste après l'article 57, c'est le bureau exécutif national qui conduit le processus. Et le bureau exécutif national que nous avons tenu hier, jeudi, sur 25 membres, 18 ont approuvé. Et vous voulez quoi encore? Le consensus est là. Si ce n'était pas respecté, parce que la responsabilité totale, c'est le bureau exécutif national. Si ce n'est pas accepté, on ne peut pas avoir la majorité. Et si la majorité des membres du bureau exécutif national approuve une procédure dont les principes de base sont contenus et justifiés par les articles de nos statuts, il n'y a rien de plus normal pour nous. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ces nombreuses sanctions contre certains membres qui expliquent cette frustration, même si on va parler, même s'ils vont parler plus tard de la procédure qui selon eux n'est pas respectée? Ces nombreuses quoi, vous dites? Sanctions à l'endroit de certains membres de votre parti. Voilà. Pour ce qui concerne les sanctions, en fait, le secrétaire exécutif national a voulu prendre des mesures conservatoires. Unilatéralement, parce qu'on apprend qu'il a pris sa décision sans consulter aucune instance du parti. Mais les instances ont tranché sur la question. Hier, on a tranché la question. Donc ce n'est plus le secrétaire exécutif national, c'est maintenant devenu une affaire du BEL.
Pour ce qui concerne les questions de sanctions, oui. vous avez, dans nos règlements intérieurs cette fois-ci, les questions de sanctions sont traitées par une série d'articles, de l'article 124 à l'article 127. Je vais vous lire un article et vous verrez. D'accord. Est-ce que le secrétaire a abusé de son pouvoir? Authentique, vous verrez. Simplement. Là, vous cherchez le règlement intérieur du parti Fascori pour un Bénin émergent. Voilà. C'est pour nous lire quel article déjà? Je vais vous lire l'article 124 qui dit ceci. En cas d'indiscipline dûment constatée, les membres du parti sont passibles de l'une des sanctions suivantes. Oui. Le rappel à l'ordre, l'avertissement, le blâme, la suspension, la destitution, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Ce n'est pas une chronologie, les sanctions. Pour chaque sanction, on a prévu les impairs pour lesquels il faut attribuer les sanctions. Parce que tout de suite, quand on lit, on pense que c'est une chronologie, il faut d'abord avoir été... Le rappel à l'ordre, le blâme, etc. Pour chaque type de sanction, les impairs sont prévus. Pour la plupart des collègues, ils ont été suspendus. Pour ce qui concerne la suspension, c'est l'article 127. Qui dit? Qui dit, ouais, sont passibles de suspension les actes portant sur la rétention d'informations de nature à affecter la vie du parti, partiellement ou totalement. Les actions tendant à semer la division et la confusion au sein du parti. Les campagnes de médisance et de dénigrement du parti, de ses membres et de ses responsables. Ce point-là, est-ce que ça ne justifie pas tout? Nous avons tenu un bureau exécutif national. C'est une cuisine interne. Nous avons pris des décisions. Nous avons adopté des critères. Pour ce qui concerne la question de la suite de la procédure, oui. il y a quelques voix qui ont émis des réserves sur les propositions. C'est déjà suffisant pour que les gens négocient des plateaux au niveau des chaînes de télévision pour aller exposer la cuisine interne du parti, pour faire des accusations sur certains membres du parti, pour indexer certains responsables du parti. Là, le secrétaire exécutif national a pris des mesures conservatoires de suspension. Et il revenait. Avant de consulter les autres? Il a consulté certains responsables, bien sûr. Il a consulté certains responsables. Lesquels? Ils sont à quel niveau? Pas forcément les noms, mais ils sont à quel niveau puisqu'on parle de décisions unilatérales? Janvier, c'est des responsables du bureau exécutif national, bien sûr. Mais sinon, il ne sera pas soutenu, non? Il a consulté certains responsables. Il a pris la mesure conservatoire. Apparemment, vous faites le porte-voix depuis longtemps aujourd'hui. Maintenant, le bureau exécutif national suivant, c'est-à-dire celui d'hier, il a exposé les faits. Après la suspension? Oui, je disais, c'était une mesure. D'accord. Maintenant, il reste à valider. Mais il faut restituer au bureau exécutif national pour entériner ou bien pour lever les sanctions. Il a posé la situation. Lui-même, s'il avait mal fait, il pouvait en être blâmé. Lui, le secrétaire exécutif national. Hier, il pouvait en être blâmé. Alors, lorsque ça a été, nous avons étudié au cas par cas. Il y a eu certains qui ont été suspendus et qui, depuis la suspension, ont gardé leur calme et ont reconnu d'une manière ou d'une autre leur faute.
le bureau exécutif national d'hier, par rapport au point 2 de son ordre du jour, pour cela, a demandé la levée immédiate de ces sanctions. D'accord. Il en a qui ont récidivé, qui sont allés même au-delà. Quelles sont vous réservées à ces au-delà de fautes qui lui a été reproché. Qui lui ont été reprochées. Le bureau exécutif national a étudié ça hier et a maintenu la sanction, mais a donné un délai. Ils sont suspendus pour 3 mois. Donc, voici comment ça a été tranché. Les 3 mois valent du début de la date de signature de la suspension. Exactement. Ou bien de la décision. De la date de la décision. Puisque depuis ce jour, ils sont suspendus. Donc, ils ont été suspendus pour 3 mois, alors que pour certains, la sanction a été levée. Donc, ces gens ce n'est plus, à ce moment-là, ce n'est plus la décision du secrétaire exécutif national. C'est la décision. C'est la décision du bureau exécutif national. Donc, voici les tests. Voici ce qui a été fait. Maintenant, vous voyez que nous sommes dans une logique quand même d'apaisement. Mais est-ce que cela ne vous gêne pas de voir un de vos membres hors de toute cette procédure, de toute cette campagne pour l'élection, le travail à faire sur le terrain, etc. Ça ne vous dit rien? En fait, on devait regretter cela. On devait regretter ça. Mais ce que vous allez comprendre, parfois, dans certaines situations, surtout pour ce qui concerne les élections, il est préférable que certains se calment, que de leur donner le quitus, ou bien la recommandation, ou bien les armes pour vous combattre encore. Ouais, en matière d'élection, on voit ça. Des gens qui sont même parfois directeurs de campagne. Et qui sur le terrain font exactement le contraire de ce que le parti donne. Justement, est-ce que vous ne comprenez ça là, c'est fréquent. Vous ne craignez pas une contre-campagne contre votre dirigeant? Je dis, même s'ils n'avaient pas cette sanction, s'ils sont animés d'un tel esprit, ils le feront. Donc la sanction, c'est le fait de vouloir ramener un peu de l'ordre dans la maison, c'est tout. Et comme je le dis, il n'a pas quelqu'un pour taper sur la table et dire, niet, toi tu fais ci, tu fais ça. Il n'a pas, comme on le dit, un leader, vous savez, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi ne pas aller chercher un leader charismatique après le départ de Yahya? Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Donc, nous allons assumer les insuffisances de notre choix actuel. Ça, nous l'assumons. Donc, puisqu'il n'y a pas quelqu'un pour dire, toi tu fais ci, toi tu fais ça, il n'y a que l'application des tests pour pouvoir vivre ensemble. C'est clair que maintenant, vous avez besoin d'un médiateur, comme vous le disiez tout à l'heure. La question, je la repose, pourquoi ne pas chercher un autre leader charismatique après le départ de Bouni Yahi? Nous avons connu une expérience. Permettez-nous de connaître correctement cette expérience, d'évoluer dedans, vous semblez ne pas gérer cette situation et ça vous dépasse, docteur. Pardon, oui. Aucune situation ne nous dépasse. Je dis, permettez-nous d'apprendre. Très tôt apprendre jusqu'à la fracture? Quelle fracture? Qui s'annonce là. Je dis, la fracture peut servir de leçon pour mieux faire demain. Nous ne devons rien craindre. Un parti politique, c'est ça. Nous ne devons rien. Si aujourd'hui, on sort de cette situation, on sera mieux aguerri. Venons-en au duo proprement dit, docteur Idrissou Bako. Est-ce que en désignant ce ticket, en désignant ce couple-là, vous ne servez pas plus ou moins la soupe à Patrice Talon? Parce que vous avez un candidat et ceux-là qui estiment qu'il sera le seul candidat, etc. Il sera le seul candidat. Ceux-là qui pensent plutôt. Ils sont libres de penser. Nous ne savons pas. Nous nous occupons des deux candidats. Donc vous ne faites pas le jeu du pouvoir. On va faire le jeu du pouvoir, pourquoi? C'est la question que je vous pose. C'est pas vous qui me posez la question. On va faire ça pourquoi? Quel argument nous avons? On nous a collé tout.
Parce que ça vous traite de tasse de... Je dis, nous avons été, on nous a tout collé. Aujourd'hui, nous en sommes immunisés. Ça ne vous dit plus rien? Non, non, non. Ça ne peut rien nous dire. Et en matière politique, sachez que il y a des stratégies politiques qui consistent à détruire l'autre, à le déstabiliser pour pouvoir avoir le dessus. Ces stratégies, nous en avons été victimes. Et où sont les conséquences? Aujourd'hui, on parle de 6 parrains seulement au niveau des FCBE. Écoutez, si on n'avait pas été détruit, on pouvait avoir les 16 parrains sans aller négocier les parrains au niveau des autres formations politiques. On pouvait avoir nos 16 parrains. Et là, nous serons autonomes. Là, vous parlez des communales passées. Oui, des communales passées. On nous a tout collé. Alors que vous avez bien vu, partout où nous avons fait campagne, on a dit aux populations, nous devons tout faire pour que le nombre de conseillers que nous allons avoir au niveau d'une commune donnée dépasse la somme des 2 nombres qu'aurait eu le BR et du P. Parce que quoi qu'on dise, à la fin, ceux-là n'accepteront pas des alliances de contre nature. Mais les gens nous ont fait vilipender. C'est le 3e bloc, c'est le 4e bloc, c'est ceci, c'est ci, c'est ça. Ils ont tout dit. Et la population s'est abstenue. Les 2 formations politiques additionnées ont eu plus de conseillers dans toutes les autres communes, sauf 7. Tout naturellement, ils ont constaté qu'on avait commencé déjà par négocier avec certains conseillers pour pouvoir prendre des mairies. Et avec le jeu de la négociation, on pouvait se retrouver à plus de 16 maires. Ils ont compris. Il a eu la loi là, interprétative, oui. pour forcer les conseillers des mêmes formations politiques à rester ensemble contre FCBE. Non, mais c'est pas pour forcer. C'est ce qui s'est passé. Aller contre vous forcément. Mais c'est une loi interprétative. L'interprétation, pourquoi on avait besoin de cette interprétation? C'est pour que les 2 formations là, se retrouvent et qu'ils aient le maire entre ces 2 formations. Comme ça, FCBE s'est retrouvé avec 7 maires. Quand bien même, nous avons perdu la mairie de Parakou. Nous nous sommes retrouvés avec 6 maires. Si on était bloc, ils allaient tout au moins nous permettre d'avoir nos 16 maires, non? C'est facile, non? Si on est partenaire, ils allaient tout au moins nous permettre cela. Pas forcément, ça dépend du partenaire. Voilà, donc ça veut dire que nous ne sommes pas bloc. Ah non, si on était bloc... Ça, c'est votre analyse à vous. Non, si on était bloc, c'est des instructions qu'on donne. Et on s'aligne. Quelles sont vos garanties? C'est des instructions qu'on donne et on s'aligne. Et si on était sûr qu'en donnant des instructions, nous sommes des gens qui nous alignons, on n'aurait même pas besoin de toutes ces lois interprétatives. Donc nous ne sommes pas bloc de la mouvance. Vous êtes aujourd'hui, à partir du moment où les amis, les démocrates, quand ils ont eu leur récépissé, ils ont été taxés aussi de 4e bloc. Tout ce que moi j'ai dit dans cette histoire, j'ai dit, ils vont aussi goûter à la même chose. Nous allons revenir tout à l'heure aux démocrates. Permettez-moi de vous demander vos garanties en participant à ce scrutin d'avril 2021. J'avoue que pour nous, nous avons des garanties. 2 principales garanties. La première, c'est notre organisation. Qui souffre là? Non, le maillage, nous avons un maillage terrible. Même au moment où nous étions au pouvoir, nous n'avons pas un tel maillage. Toutes les coordinations des circonscriptions sont installées. Les coordinations au niveau communal sont installées. Les coordinations dans les arrondissements sont installées. Là où le processus est en cours. Et nous sommes
à plus de 80% d'installation. Donc, d'ici la fin de la prochaine semaine, nous allons installer les 546 coordinations d'arrondissement. Et avant la fin de ce... avant 15 février, nous allons nous retrouver dans tous les villages. Ce maillage, nous ne l'avions pas quand on était au pouvoir. Cette organisation, nous comptons sur elle. Si FCBE n'était pas accepté, il n'y aurait pas des militants qui acceptent être dans nos bureaux, la visage découvert, pour pouvoir faire le travail. Est-ce que ce n'est pas des militants qu'on ne voit jamais là, comme vous nous avez habitués, vous les politiques? Écoutez, c'est maintenant que nous avons des militants fidèles. Ah bon? Maintenant vous savez pourquoi? Non, que nous n'avons pas le pouvoir. Lorsque vous avez le pouvoir, vous avez des militants qui sont là juste pour leur intérêt. Vous avez des militants qui sont là juste pour ne pas être inquiétés. Vous avez des militants qui sont là juste pour avoir certaines grâces. Vous avez des militants qui sont là juste pour leur poste. Et vos militants que vous estimez fidèles là, je dis aujourd'hui, ne sont pas inquiets par rapport à ce qui se passe là? Je n'ai pas fini. D'accord. Aujourd'hui, avec ce maillage, nous sommes sûrs que nous avons des fidèles. Maintenant, si nous revenons au niveau de ce qui se passe, c'est entre les autres, c'est entre les membres du bureau exécutif national que ça se passe. Et je dis... Donc ça n'atteint pas les militants? Ça ne peut pas atteindre les militants, mais ça peut atteindre certains sympathisants qui sont... Ça peut atteindre certains sympathisants qui sont directement liés à vos amis. À nos amis. Ça, c'est évident. C'est évident, mais ça ne peut pas atteindre. Mais ça fait des militants de moins. Je dis, cette situation est connue. Ce n'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord, le maillage la perte de leaders à la veille des élections. C'est le quotidien des partis politiques à la veille des élections. Même simple élection législative, on vit ça. Mais ça n'empêche pas d'évoluer, on évolue. Mais ce qu'on peut reprocher, c'est si nous n'étions pas ouverts à poursuivre les négociations, à poursuivre les discussions pour le vivre ensemble. Là, on peut nous faire des reproches. Mais nous allons tenter et nous allons le faire. Maintenant, si on fait à l'impossible, nul n'est tenu. Nous avançons, c'est tout. La deuxième garantie? Puisque vous avez parlé de maillage déjà. Oui. Votre organisation interne. Notre organisation interne, c'est notre première garantie. Notre deuxième garantie, c'est la volonté de ce peuple, de cette population béninoise, tout au moins à travers les dires, cette volonté de changer le système. La population veut l'alternance. Tout au moins sur la base de ce que nous entendons. Vous entendez quoi? C'est fini ce pouvoir-là. C'est une garantie pour nous. Maintenant, si on met la population à l'épreuve et qu'elle infirme ce qu'elle dit, le peuple va constater, tout le monde va constater. Notre garantie, c'est que si nous allons avec talent, on va le battre. Ah bon? Oui. D'accord, vous êtes sûr de ça? Nous avons cette garantie sur la base de ce qui se dit. Donc, et sur la base de nos diagnostics. Écoutez, sur la base de ce qui se dit et sur la base des discussions, des résultats des discussions que nous tenons sur le terrain. On va le battre. Maintenant, si le peuple prouve le contraire, bon, ça veut dire que les gens disent effectivement, et ils disent le contraire de ce qu'ils pensent réellement. C'est ça. Et nous aurons tous l'opportunité de faire le constat. Ce sont nos deux garanties, ça. Là, il n'y a pas de doute à cela. Comme on entend le dire, la bataille, c'est dans les urnes. Et le peuple ira sur le 11 avril. Voilà. Parce que, là, je vais vous donner un exemple. J'ai connu les élections communales passées. Et je n'étais pas parti pour être candidat. Mais, arrivé sur le terrain, on m'a dit non, il faut que tu sois candidat. Quitte à laisser la place à ton
suppléant. Mais pour drainer, il faut que tu sois candidat. Et d'ailleurs, pour mes autres adversaires politiques, les années antérieures, il y en a qui sont candidats pour drainer les militants. Et à la fin, ils laissent la place à leurs suppléants. C'est connu chez nous. Je suis allé sur le terrain, on me l'a imposé. Parce que moi, je suis la volonté des militants à la base. J'ai accepté. Je fais première réunion, deuxième réunion, troisième réunion. Bon, écoutez, on me dit, mais toi, tu vas encore faire campagne? Non, avec tout ce que tu as connu, va dormir. Ce n'est plus ton problème. Ah non, 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 non. C'est même une insulte si tu viens faire campagne. C'est ne pas être reconnaissant à tout ce que tu as eu à faire. Et c'est ne pas être compatissant. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, j'ai déployé mes énergies dans une autre commune parce que je suis coordonnateur d'une circonscription. J'ai déployé vraiment mes énergies là. En me basant sur ce qu'on m'a dit. Résultat. Justement, quels ont été les résultats? Là où je me suis investi, j'ai fait le carton. Nous avons fait le carton. Nous avons eu la majorité absolue, plus 4 conseillers supplémentaires encore. Donc là, forcément, à 100%, nous avons la mairie. Là, on m'a dit, non, écoute, comment, tu ne peux pas faire campagne, toi. Bon, je me suis limité à quelques quartiers du centre-ville. J'ai ignoré un peu les villages, j'ai ignoré tout. Et vous savez quel rang FCB a occupé? 3e, après BR et UP. Voici un exemple. D'accord. Vous comprenez? Donc, nous aurons l'occasion de mettre le peuple à l'épreuve. Absolument. Merci beaucoup. Justement, vous parlez de l'alternance parce que vous avez dit vouloir de l'alternance, la SCB veut de l'alternance. Quels sont vos rapports alors avec ces autres formations de l'opposition qui parlent aussi d'alternance? On a vu le collectif, on parle de front, on ne voit pas la FCB. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous entendez pas? Tout ça, c'est intéressant. Vous savez, avec les autres membres de l'opposition, nous avons les mêmes objectifs. Mais nous n'avons pas les mêmes démarches. Nous tenons à l'alternance. Vous avez la même revendication aussi? Mais, revendication, c'est clair. Non, j'ai dit même objectif. Même objectif. Donc, si on doit parler de la revendication, vous ne vous retrouvez pas dedans. Je viens. D'accord. Nous tous, nous voulons accéder au pouvoir. Et ça, c'est la mission d'ailleurs de tout parti politique. Tout parti politique doit avoir ça comme objectif. Sinon, ce n'est plus un parti politique. Soit vous gérez le pouvoir, ou vous participez à la gestion du pouvoir. Bon. Nous avons choisi l'option de la paix, l'option des urnes. Et tous nos combats vont dans ce sens-là. Comment faire pour participer aux élections? C'est tout. Les autres, du fond, ont une autre perception de la lutte. Par rapport à cette perception, peut-être ils n'apprécient pas notre démarche, ce que je leur concède. Et s'ils n'apprécient pas notre démarche, ils veulent se retrouver en front, peut-être parce qu'ils ont des démarches communes. Ils ne nous invitent pas. Nous n'allons pas nous inviter. Nous n'avons pas été invités et nous avons déploré cela. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus que vous soyez réellement de l'opposition, même si vous avez écoutez, le titre? Ils sont convaincus eux-mêmes d'eux-mêmes. Ils sont convaincus. Ils ont l'assurance qu'ils sont convaincus eux-mêmes là. Ils sont convaincus. De l'opposition? Oui, oui. Ils sont convaincus. La conviction là, ça se voit, c'est affiché quelque part.
et je suis un convaincu. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont convaincus? Ce qu'ils font, peut-être leur revendication, sait-on jamais. Quelle revendication? Dialogue national, audit de la Lépi, pardon, le retour des exilés, et puis j'en passe. Hein. Le retour des exilés, c'est nous tous qui demandons cela. J'ai des amis qui sont aujourd'hui en exil. Moi, vous savez, je suis resté tout simplement à cause de ma foi religieuse. Parce que pour moi, tout ce qui m'arrive, c'est déjà programmé par Dieu. C'est la volonté d'Allah. Authentique. Là-dessus, je ne doute même pas. Je dis, même la mort, elle viendra au meilleur moment. Le dialogue ainsi que l'audit de la Lépi. Alors, si par rapport au dialogue... Il y a aussi le parrainage, on va en parler. Par rapport au dialogue. Oui. Peut-être qu'ils ont eu des éléments nouveaux pour réclamer le dialogue. J'espère que ce n'est pas la même situation que le récépissé. Des éléments nouveaux dans quel sens? Que l'on a refusé et derrière lequel on a couru après. Le dialogue, le gouvernement nous a invités à un dialogue. Nous étions au dialogue, on nous a traités de tout. Je ne sais pas de quel dialogue il s'agit. Est-ce que c'est une autre forme de dialogue? Je ne sais pas. Élément nouveau, peut-être qu'ils ont des garanties que ce gouvernement-là a changé. Je ne suis pas sûr de vous suivre, hein, monsieur Bako. Je dis peut-être qu'ils ont des éléments nouveaux, c'est-à-dire des assurances, que le gouvernement, c'est-à-dire le système actuel, a changé en termes d'ouverture aux propositions. Peut-être qu'ils ont ces informations. Moi, je ne l'ai pas. Mais si c'est le même système, le même gouvernement... Le système était fermé aux propositions? Qui vous a invité. Vous n'avez pas eu confiance en eux à un moment donné. Et que vous réclamez encore que ce même système vous... Bon, peut-être qu'ils ont des éléments nouveaux que moi, je ne maîtrise pas. C'est ce que je dis. D'accord. Donc, nous avons participé. On a été qualifiés de tout. Vous étiez les vendus de l'époque. Je vais vous dire ceci. Oui. Pour la conférence nationale de 90, là, moi j'étais étudiant, donc et encore responsable étudiant. Donc j'avais la capacité d'analyser. Le gouvernement n'était pas parti pour ces résultats de la conférence. Pour le gouvernement, les gens allaient venir, vont faire des propositions et... Mais c'est les participants qui ont changé le cours du déroulement de la conférence. Quand ils se sont retrouvés, tout le monde est venu. Il n'a pas eu de préjugés. Et c'est là qu'ils ont dit, bon, écoutez, nous décidons d'abord de la souveraineté de l'Assemblée nationale. Pendant plus de 48 heures, il y a eu débat. Rien que sur la question de la souveraineté. Le calendrier préétabli par le gouvernement d'alors, c'est-à-dire le chronogramme de la conférence, n'a pas été respecté. Et c'est après avoir eu la souveraineté de la conférence que la conférence même a commencé. Et ça a permis aux participants d'imposer dans un esprit fraternel tout ce que nous avons eu comme acquis de la conférence nationale. Avec ce système, si on avait eu tellement de participants, il n'avait pas eu de boycott, peut-être qu'on pourrait imposer plus au système. Donc, voici, moi, mon point de vue par rapport à cette histoire du dialogue. Donc, s'ils pensent que le gouvernement, là, a évolué en termes de perception, en termes de sentiment, en termes d'ouverture, à accepter des propositions, bon, c'est bien. Mais si c'est le statu quo, vraiment, je ne comprends pas. Est-ce à dire que vous ne voyez pas l'utilité du dialogue qu'il demande? Dire que je ne vois pas l'utilité du dialogue, ça me contredit. Parce que je suis pour le dialogue.
je suis pour le dialogue à tout moment. Si je suis invité à un dialogue, je vais participer. Mais nous n'en faisons pas une exigence aujourd'hui. D'accord. Vous avez vu la nuance? Oui. Voilà. Il y a aussi le dit de la LEPI et les décisions de la CADHP qui doivent être respectées selon eux. En fait, la question, c'est de savoir vos rapports réels avec cet autre volet de l'opposition, les autres membres de l'opposition. Oui, la question de la CADH, c'est normal. C'est des décisions qui sont prises. On ne vous a pas vu aux côtés, ou on ne vous a pas vu dans ce front. Écoutez. C'est là le problème. Est-ce que vous êtes vraiment de l'opposition? Il me semble que nous ne nous comprenons pas. Voici des gens qui ont voulu se retrouver, ne nous ont pas invités. Ils vont d'abord vous appeler. Ils se sont invités, ils ne nous ont pas invités. Et vous avez vu le collectif se former, ils se sont formés. Vous avez attendu qu'on vous appelle, le fond aussi. Vous voudrez qu'on aille là-bas et qu'on nous dise vous n'êtes pas invité ici et vous allez en faire le chou gras de vos communications? C'est ce que vous voulez? Et cela ne vous gêne pas de vous retrouver chacun de son côté, vous dites être de l'opposition? Il faut se respecter tout au moins. Nous ne sommes pas invités. Nous irons pour être traités encore d'une manière déplorable. Nous avons pris notre mal en patience et nous continuons, nous évoluons. Alors, l'hypothèse que nous avons émise, c'est que peut-être que nous n'avons pas les mêmes démarches. C'est tout. Et puisque nous n'avons pas les mêmes démarches, bon, comprenez, accepter. Court et puis, Non, ils évoluent, nous évoluons. Nous évoluons. Certainement, peut-être on va se retrouver. Mais actuellement, chacun a sa démarche. Nous avons nos méthodes. Je dis, nous optons pour participer à toutes les élections. Vous ne voulez pas faire la politique de la chaise vide? Non, nous n'avons pas fait. C'est notre option. Parce que nous savons, la politique de la chaise vide, on la paye chèrement en politique. Lorsque vous n'êtes pas au lieu de prise de décision, c'est fini. Donc c'est ça. Et vos camarades là remettent aussi en cause le parrainage. Mais apparemment, vous avez déjà différents... Ne me posez pas des questions pour lesquelles les réponses sont évidentes. Nous sommes allés aux élections communales pour avoir les parrains. On l'a dit, on l'a chanté. Nous n'avons pas eu tous les parrains, nous avons eu 6 parrains. Le système est ouvert pour permettre de négocier des parrains. Nous savons que la condition sine qua non pour participer à ces élections aujourd'hui, en l'état actuel des tests, c'est qu'il faut avoir les parrains. Nous voulons aller aux élections. Qu'est-ce qu'on fait? On se met dans la danse. Maintenant, si après on nous dit, vous n'avez plus besoin de parrain, même moi je pourrais être candidat. Parce que ce n'est pas défaut d'effectifs de parrain potentiel que j'ai été éliminé de la compétition interne. C'est simple. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc nous sommes dans cette démarche. Donc c'est connu. Ce qui est évident, c'est évident. Et lorsque, avec le système actuel, mais écoutez, vous vous abstenez, les élections vont se dérouler. Il y a eu élection législative, oui ou non? Il y a eu les députés, oui ou non? Quels moyens nous avons eu? Quels moyens nous avons eu à exploiter pour empêcher leur installation? Les députés ont été installés, X et Z, ils sont allés jusqu'à modifier la constitution. Et nous en subissons. Et nous avons tout fermé les yeux et dit non, 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 non. Écoutez, les villes dans lesquelles nous avons les mairies, aujourd'hui, nous nous sentons un peu à l'aise. C'est des villes où, même si nous avons toutes les frustrations au niveau du sommet, au moins quand on vient dans ces villes-là, nous savons que nous sommes maintenant chez nous en terrain conquis. Vous n'allez pas faire, j'ai l'honneur, avant de voir monsieur le maire, madame le maire, non. Pour demander, non. Donc ça, c'est déjà un acquis pour nous. Nous allons participer à cette élection présidentielle et nous avons deux garanties. Notre organisation actuelle
et le fait que le peuple veut le changement. Maintenant, par rapport à cette volonté du peuple, oui, nous aurons l'occasion de tester cela pendant cette élection. Mais si nous n'offrons pas l'occasion à ce peuple, comment allons-nous savoir que le peuple est véridique? Je vous ai donné mon exemple par rapport à Malanville, non? Tout ça, ce n'est pas suffisant pour nous édifier. Et comme l'a dit votre candidat, c'est un match retour. Ah, authentique. Donc, c'est ça, nous sommes dans... C'est notre état d'esprit actuel. Et nous en avons une conviction. Et lorsque quelqu'un est convaincu, vous savez, c'est difficile hein, de lui enlever ça. C'est une conviction. Ce n'est pas un choix léger. Nous en sommes convaincus. Docteur voilà. Bako, là, je vais vous poser une question à laquelle certainement vous vous attendez. Vos relations avec votre ancien leader Yayi Boni, la FCBE Yayi Boni aujourd'hui, où vous en êtes? Merci beaucoup. Par rapport à notre ancien leader, le docteur Boni Yayi, il faut dire aujourd'hui, je dirais pour le moment les ponts sont rompus. Totalement? Je dis pour le moment totalement les ponts sont rompus. Pourquoi? Mais cela ne nous inquiète pas parce que il a un récit dans ma religion qui dit ceci. C'est un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: il faut aimer son ami avec réserve, parce que vous ne savez pas s'il deviendra demain votre ennemi. Y a-t-il votre ennemi? Je viens. Il faut haïr son ennemi avec réserve, parce que vous ne savez pas si demain il deviendra votre ami. Ça se retrouve tous les jours en politique. Ça, c'est le quotidien en politique, ça. Voici pourquoi je dis, pour le moment, les ponts sont rompus. Depuis la démission du docteur Boni Yayi des FCBE, les ponts sont rompus. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'arguments suffisants pour justifier, pour nous rapprocher de lui. Moi, je n'ai pas d'arguments suffisants pour me rapprocher de lui. Tout simplement, nous avons été des militants loyaux pendant les 10 ans. Aujourd'hui, il n'a plus cette possibilité-là d'être président de la République, en tout cas constitutionnellement. Nous voulons aller de l'avant. Oui. Donc, écoute, ne nous demandez pas de nous mettre en situation toujours de sous-couvert, alors que nous-mêmes, nous aspirons maintenant. Pas forcément de sous-couvert, l'humilité d'aller vers lui. On lui a manqué des gars. Regardez comment j'ai prononcé le nom. Ça veut dire qu'il a la considération déjà. Quand il dit docteur, je n'ai pas dit Boni Yayi, non, j'ai dit le docteur Boni Yayi. Ça veut dire qu'il a respect, il a considération. Ça, il va. Mais sur le plan politique, nous ne pensons pas. Mais on ne sait jamais. Ça peut arriver. Et pour le moment, vous n'avez pas les arguments. Moi, je n'ai pas des arguments. Moi, je n'ai pas des arguments. Peut-être demain, je peux avoir des arguments. Mais aujourd'hui, je n'ai pas des arguments. Parce que pour moi, il devait être un bon papa. Nous donner des conseils. Va ici, pose ton pied ici, pose, fais. Il faut grandir. Nous pousser à ce qu'on puisse grandir. Si je ne note pas ça, peut-être le fait, mais je n'ai pas perçu ça. Ou plus perçu ça. Voilà, oui, tout à fait, je n'ai plus perçu ça. Si je n'ai plus perçu ça, alors que j'ai des objectifs politiques, bon, par rapport aux objectifs politiques, je fonce, j'évolue, mais ça ne m'empêche pas
de lui donner toute la considération requise en tant qu'aîné, en tant qu'ancien patron, en tant que tout ce que vous savez. Mais me demander, non, non, non. Ça, vraiment, pour le moment, moi en tout cas, cette fois-ci je dis moi, ça ne fait pas partie de mes rêves. On retient donc avec vous, docteur. Non, avec le FCB officiellement, le pont est rompu. Mais on ne sait jamais. Sait-on jamais. Docteur Idrissou Bako, ancien député à l'Assemblée nationale. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la procédure de désignation de votre duo candidat à la présidentielle. Je rappelle que ce duo a été présenté aux militants de votre parti jeudi dernier et une déclaration a justement été faite à cette occasion. Vous l'avez compris, nous sommes en train d'égrener les toutes dernières minutes de cet entretien. Oui, ça passe super vite. C'est allé vite. Oui, nous allons donc conclure. En termes de conclusion, c'est que je voudrais inviter tous les militants à accepter ce duo que nous proposons, que le bureau exécutif propose, et ensemble, on puisse arriver à l'alternance au sommet de l'État. Dieu dans le choix, selon vous, à respecter les tests. Authentique. Quant à nos collègues qui ont des frustrations, ils doivent savoir qu'en matière d'élection, en matière de choix, il a toujours eu des frustrations. Mais après, pas le faire plus, on ramène la balle à terre et on avance. Si aujourd'hui ce n'est pas vous, peut-être demain ça pourrait être vous. Et en politique, il faut adopter le principe des chiots. Quand deux chiots s'amusent, vous voyez volontairement un qui tombe, il se relève et c'est le second qui tombe. On dit, tombe pour moi et je tomberai pour toi. Donc, qu'ils inscrivent tout ce qui s'est passé dans ce contexte. Aujourd'hui, ils sont tombés peut-être pour Djimba. Demain, Djimba va tomber pour eux. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez entendu Dr Idrissou Bako. On retient de cet entretien que le duo présenté jeudi aux militants du parti FCBE, eh bien, le choix de Djimba et puis de Paul Rompé a respecté la procédure, a respecté donc les tests du parti. Et les frustrés sont appelés à accompagner ce duo pour la prochaine élection d'avril 2021. C'est sur ces quelques mots de notre invité du jour que se referme cet entretien de ce dimanche. Juste derrière moi, la revue de presse, après le duel et puis l'hebdo des éditorialistes. L'équipe va se retrouver autour de 14 h pour le débrief. On se dit donc à tout à l'heure. Exercé par l'un des conjoints sur l'autre.